Comme notre parcours client classique, c'est avant tout d'avoir une vitrine sur le web, c'est du research online, purchase offline. On avait une stratégie d'emplacement qui était vraiment inédite parce qu'on cherche, avec l'effet de ne pas avoir de stock, plutôt des surfaces petites, des boutiques de 140 mètres carrés, ce qui en matière de literie se fait rarement parce que toutes ont du stock et on est forcément sur des surfaces de 200 à 400 mètres carrés. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier. Je suis aujourd'hui avec Samuel Wittenberg, qui est directeur marketing de myliterie.com. Salut Samuel. Bonjour Laurent, ravi d'être ici. Eh bien, ravi de te recevoir. En plus, ça fait le trajet pour venir nous voir puisque tu es dans l'Ouest. Oui, je suis basé sur Le Mans, à quelques encablures de Paris. myliterie.com, c'est une très belle histoire que tu vas nous conter aujourd'hui. Une histoire, chers auditeurs du Panier, que vous m'avez demandé à plusieurs, enfin un type d'histoire que vous m'avez demandé à plusieurs reprises quand j'ai reçu l'as de carreau par exemple. C'est une vieille entreprise familiale qui a été transformée, qui a été transmise, qui a eu des hauts et des bas, des achats et des rachats d'ailleurs, et qui se transmet aujourd'hui. Vous êtes 5 frères et sœurs, vous êtes 2 opérationnels dans la société aujourd'hui qui compte 130 collaborateurs. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu vas nous raconter cette histoire, une histoire aussi d'une transformation, je l'ai dit, avec le digital, puisque myliterie.com, alors j'ai pas revérifié, mais je l'avais fait à l'époque quand on s'était parlé, date de 98 ? Oui, on a dû avoir le nom de domaine, j'ai plus la date exacte, entre 1997 et 1998. Bon, la petite date rigolote, c'est finalement juste avant l'arrivée de Google en France. Donc vous avez acheté myliterie.com avant même que Google se lance en France. Ouais, c'est ça. C'est rigolo comme anecdote. Ton père était visionnaire, ça a servi d'abord, je crois, de vitrine, mais aujourd'hui, ça participe à plein régime au développement, au déploiement et aux ventes, évidemment, sur Internet. Oui, ce site Internet a été le premier point de pivot pour transformer notre business model et passer sur le digital. Passer sur le digital. Vous êtes sur un multi-boutique PrestaShop, on en parlera tout à l'heure, qui vous apporte plein de choses, puisque vous avez 42 boutiques à date. Le déploiement en omnicanal est très important pour vous. Vous êtes assez agressif. Tu me disais qu'il y a une dizaine d'ouvertures de boutiques. Prévu sur cette fin d'année, un petit peu moins, on va être à 5, mais l'année prochaine 10, l'année d'après 10 de plus, puisque nous visons les 75 magasins à fin 2023. Formidable, on en parlera, c'est hyper intéressant. Et du coup, des avantages, j'y reviens, je boucle la boucle, de PrestaShop par rapport au retail. On parlera du marché, de l'arrivée des DNVB il y a quelques années, en 2017, l'arrivée massive et de leur impact. On parlera des habitudes de consommation, du panier moyen, peut-être des différences qu'il peut y avoir entre Paris et la région. Mm-hmm. Mais commençons par la genèse. Vous venez de fêter vos 76 ans, fondés en 1945, à la sortie de la guerre d'ailleurs. Oui, bon, c'est pas forcément une référence qu'on aime citer. Rien à voir, ok. Mais absolument rien à voir. Non, pas du tout. C'est, si ce n'est en pleine opération de relance que l'entreprise s'est fondée en 1945 dans une usine basée à côté du Mans, dans la petite bourgade d'Ivry-l'Évêque. Une usine qui datait de 1945 et qui, fort heureusement, n'est plus en fonction aujourd'hui puisqu'on a reconstruit l'usine depuis. C'est à la base un fabricant de literie, Literie Boniface, Literie Boni, pour le nom de marque, qui fabriquait pour le compte de grandes marques. Et mon père, en 1986, a repris l'activité de Monsieur Boniface pour la faire perdurer. Il était employé, où il a racheté la société. Comment ça s'est passé, cette première transmission ? Alors, il a racheté la société. Okay. Ancienne employée de chez Bordeaux-Chenel, ça ne s'invente pas, on est en Sarthe, donc les rillettes sont toujours présentes. Et il a racheté la société dans le but d'en devenir le dirigeant.
Dans un premier temps, la société a perduré avec cette activité de sous-traitance, avec notamment une spécialisation dans la fabrication de sommiers et notamment de la gamme de sommiers de relaxation, ce qu'on appelle la literie électrique ou la literie tête et pied. Les sommiers qui remontent, c'est ça Exactement, tête et pied relevable, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on relèverait ses pieds ? Pour faire monter du sang là dans le haut du corps ? Exactement, ça permet d'avoir un meilleur retour veineux, la circulation sanguine n'en est que meilleure. D'ailleurs, c'est une posture adoptée également en matière de relaxation. Très bien. Donc il rachète en 86, il continue cette activité de sous-traitance pour les marques de l'époque. Oui. Alors il faut citer des noms, par exemple, on commercialisait beaucoup pour une marque qui aujourd'hui s'appelle Simons. On fabriquait plus exactement pour une marque qui s'appelle Simons. Et à l'époque, c'était le groupe Coval. Mais pas que. Ok. Vous fabriquiez pour le groupe Coval, vous sous-traitiez pour le groupe Coval, c'est ça ? C'est ça. Je ne sais pas si tu as les chiffres et si tu les partageais, mais ça peut être intéressant. Moi, ça m'intéresse en tout cas. Quel chiffre d'affaires en 86 et quel coût du rachat, quel prix du rachat ? Comment est-ce qu'il monte ? Est-ce qu'il se fait accompagner par une banque ? Tu as cette... Alors, il s'était fait accompagner par une banque pour reprendre. Honnêtement, en termes de valorisation, on était en équivalent aujourd'hui inférieur à 1 million d'euros. Hein. C'était vraiment des petits chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires de l'entreprise de l'époque devait se situer autour de 1 et 2 millions, pas plus. Donc, c'était vraiment sans comparaison avec l'actualité que nous vivons chez Malitri.com en termes de chiffre d'affaires. C'est ça, plusieurs dizaines de millions d'euros aujourd'hui. Intéressant. Et pourquoi il passe des rillettes au matelas ? Parce que quand on a bien mangé, il faut faire une sieste. Oui. Pardon, désolé, chers auditeurs, je sors. L'envie d'entreprendre, simplement. Ok. Donc il rachète en 86, il développe la société ? Oui, il développe la société en continuant de la fabrication en sous-traitance, à tel point qu'à un moment donné, notre chiffre d'affaires est en grande partie accaparé par le groupe Coval et il vient l'idée au groupe Coval de nous intégrer. Donc le groupe Coval a racheté la Générale Française de Literie et nous faisions partie à l'époque du groupe Coval. Ok, donc Coval, ce grand groupe important quand même. Oui, qu'on appelle aujourd'hui Adova, qui sont les marques Simons, Treca et à l'époque Dunlopillo, nous rachètent et pour avoir une activité dans la literie de relaxation. Donc Adova ou Coval se dit que ce serait intéressant de maîtriser toute sa chaîne de valeur, et comme vous étiez le sous-traitant et le fabricant des matelas de certaines de ces marques, pas toutes les marques, certaines, c'est ça ? Oui, et il maîtrisait déjà une partie de sa chaîne de valeur, notamment avec des usines de matelas. C'était pas le cas pour la partie sommier. Et l'objectif du rachat, c'était de maîtriser également le savoir-faire en matière de sommier et de literie de relaxation. Alors, vous fabriquiez les deux ? Oui. Un sommier, c'est donc en dessous du matelas et sur lequel il y a les lattes et sur lequel il faut un certain niveau de mécanique et de jeu pour pouvoir relever la tête et les pieds. Oui. Un matelas qui n'est pas destiné à être un matelas de relaxation, j'imagine, est différent d'un matelas destiné à la relaxation. Tout à fait. Avec des zones de flexion. Oui, le matelas de relaxation a la particularité d'avoir une conception adaptée pour pouvoir se plier facilement et accompagner les mouvements du sommier. Notamment, certains matelas de relaxation sont plutôt un peu moins épais que la moyenne des matelas pour faciliter la flexion, avec des stries dans la matière pour faciliter la pliure. Et certaines matières sont plus difficiles à travailler, comme le ressort, parce que le ressort, c'est du fil d'acier et que l'acier ne se plie pas ou très mal. Donc, on était plutôt spécialisé sur la matière latex et la mousse. Ok. Ce qui est de toute façon venu très à la... Enfin, je sais pas si c'est une mode, mais... qui est plus qualitatif que le... Qu'est-ce qu'il y a dans un matelas ? Il y a beaucoup de savoir-faire, mais il y a surtout une âme, un cœur, qui est composé d'une matière première qui peut être alvéolaire, comme la mousse ou le latex qui peut être d'ailleurs naturel ou synthétique, et il y a du ressort. Ce sont majoritairement les technologies que l'on retrouve dans un matelas. Ça peut être d'ailleurs de la mousse à mémoire de forme, qui est cette technologie qui a une propriété viscoélastique et qui procure une sensation assez enveloppante, qu'on retrouve beaucoup dans le médical et une matière assez technologique. On retrouve principalement ce type de matière, donc il n'y a pas de grand mystère. Après, c'est une question de trouver son confort et d'y être bien. Ok. Et ces matières se retrouvent d'une marque à l'autre, j'imagine. Donc il y a des. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un fabricant et un autre ?
Ce qui va faire la différence, c'est la sélection des matières premières et la qualité de l'assemblage, le travail de couture et la recherche du confort. Un matelas, ça peut être finalement conçu comme un sandwich. C'est une somme d'ingrédients que l'on vient d'empiler les uns par-dessus les autres, et c'est la somme de ces ingrédients qui crée un confort. Le savoir-faire d'un fabricant de matelas ou d'un fabricant de sommier, c'est de sélectionner les bonnes matières pour finalement atteindre le confort recherché. Et derrière, ce qui fait la qualité d'un matelas, évidemment, c'est sa durée, sa tenue dans le temps. Donc ça, c'est finalement toutes les petites étapes de couture, de réalisation et la qualité dans la réalisation qui fait que le matelas durera dans le temps. Ce que ton père rachète à l'époque, donc la literie Boniface ou Boni, devient la Générale Française, c'est ça ? De literie, qui est rachetée par... Tout à fait, qui est racheté par le groupe Coval à l'époque. Et le groupe Coval rencontre des difficultés dans les années 2000 qui, suite au rachat, nous met dans une situation délicate puisque un beau jour, le dirigeant de l'époque du groupe Coval décide d'annoncer à mon père qu'il ferme l'usine. L'usine de ton père. L'usine de mon père. Ce rachat se fait en quelle année ? J'ai plus la date précise, mais début des années 2000. Oui, début des années 2000, peut-être un peu avant. Mais... Et c'est alors au moment du rachat, c'est positif, c'est une belle sortie. C'est vous étiez content, c'était une obligation. Enfin, c'était un moyen pour mon père de pérenniser l'activité de l'entreprise et de surtout fournir un carnet de commandes pour maintenir les emplois. Okay. Et donc c'était un bon moyen d'y parvenir. La vie d'un entrepreneur et la vie d'une entreprise est faite de haut et de permanence, bas, clairement. Et notre père a toujours eu cette opiniâtreté de maintenir à tout prix les emplois et la bonne santé de l'entreprise. Et c'est ce qui prévalait. Et la décision de vendre à Coval a été faite pour ça, avant tout. Et donc j'en reviens à l'actualité avec le groupe Coval, c'est que le groupe Coval, à un moment, le dirigeant annonce, on ferme l'usine. Comme je l'ai dit, mon père est assez opiniâtre, et évidemment, il n'allait pas accepter simplement cette décision. Et donc, ça s'est joué devant les tribunaux, tout simplement, parce que il faut savoir que l'entreprise était tellement intégrée au groupe Coval que ça représentait plus de 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Bien sûr. Bon. Aujourd'hui, la loi est bien faite puisque on ne peut pas simplement se défaire sans rendre de compte d'un sous-traitant dont la majorité du chiffre d'affaires provient de cette entreprise. Donc, devant les tribunaux, on s'est battu. Notre père s'est battu. Je dis on, mais à l'époque, je courais encore. Il faut rendre à César ce qui appartient à Michel, c'est ça ? À Michel, tout à fait. Michel César. Et il s'est battu et il a réussi à obtenir, c'était en 2005, un maintien du carnet de commande pendant 2 ans de la part de Coval, avec un engagement donc finalement d'avoir un carnet de commande pour permettre à l'entreprise d'opérer une transition. Ok. Et c'est à ce moment-là que l'idée a germé de se mettre à faire de la vente directe. Alors l'idée a germé... Mais toujours au sein du groupe ou en sortant du groupe ? En sortant du groupe. Donc ce qui se passe devant les tribunaux, là on est 2005 autour des années 2005. Ouais. 2005-2007. Je résume pour être sûr d'avoir bien compris. Adova rachète, le groupe Coval rachète la société pour maîtriser une techno ou en tout cas rajouter à la chaîne de valeur une maîtrise sur la partie sommier de relaxation principalement et matelas. Vous êtes déjà un sous-traitant de leur marque, vous représentez une grosse partie du chiffre. Ils rachètent, ça permet à Michel, ton père, de pérenniser l'entreprise et s'assurer que assurer les emplois. Au bout de quelques années, la société décide de fermer l'usine, mais c'est à ce moment-là une filiale, ou en tout cas elle lui appartient. C'est une filiale, exactement. Mais alors comment tu défends ça devant un tribunal ? La filiale, elle a quand même son indépendance. Donc, oui, mais elle appartient quand même au groupe. Oui, mais... Et ça, c'est défendable devant un tribunal. Aujourd'hui, mon père était resté le gestionnaire. Okay, donc c'est là-dessus, avec un projet de reprise de l'entreprise, qu'il s'est battu. Donc il va devant les tribunaux avec ce projet de reprise, donc de rachat de la Générale Française au groupe Coval, c'est ça ? C'est ça. Et en plus arrive à obtenir un carnet de commandes de 2 ans.
Oui, pour donner du temps afin qu'on puisse opérer la transition et que l'entreprise puisse survivre et que les emplois ne soient pas supprimés bêtement. À ce moment-là, la société, donc la filiale ou celle qui devient indépendante, elle a déjà des boutiques ? Non. Ou elle fait que de la sous-traitance ? Alors, oui et non. Le choix de toute manière qui s'opérait pour se retourner après l'arrêt du carnet de commandes de Coval, qui d'ailleurs ne sera pas respecté, soit dit en passant, en tout cas pas intégralement. Le choix, c'est soit on continue à faire ce qu'on fait, on reprend son bâton de pèlerin et on va voir les différents acteurs du marché pour leur proposer nos gammes de produits, soit on change tout. Et à l'époque, on avait déjà ouvert dans notre usine d'Ivry-l'Évêque un magasin d'usine. Et ce magasin d'usine, il progressait d'année en année pour atteindre une somme de chiffre d'affaires assez intéressante. Et ce qui était rigolo, c'est que le magasin était vraiment paumé au fond d'une cour d'une usine, dans une petite ville en bordure du Mans, autant dire très cachée du commerce. Pour autant, grâce au bouche à oreille, soutenu également par des actions de communication locales répétées, eh bien, le chiffre d'affaires ne cessait de progresser. Vous produisiez... qu'est-ce qui se vendait dans ce magasin d'usine ? Vos propres marques ? Votre marque ou les produits en no-name, finalement, qu'on savait fabriquer pour d'autres. Et ça, tu peux le faire légalement ? Alors, si vous l'avez fait, j'imagine que oui, j'ai un peu la réponse à ma question. Mais je suis étonné que tu puisses produire pour, je sais pas, je vais dire une marque que vous ne produisez pas, mais Danopilo, et puis vendre dans ton magasin le même matelas sans le tampon, quoi. Oui, non, parce qu'on les modifiait. C'était pas tout à fait les mêmes modèles, mais dans la conception, on avait repris le savoir-faire, la matière, compris. Et d'ailleurs, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que le savoir-faire, c'est celui aussi qui avait racheté Coval à l'époque, et finalement, on ne faisait que les produits que nous faisions déjà. Ok. Donc, il n'y a pas eu d'apport en termes d'innovation ou de conception de la part du groupe Coval. C'était les produits qu'on savait déjà faire. Donc, finalement, la réponse est là. On avait déjà tout en main. Et on commercialisait aux clients les produits avec la promesse qui était d'acheter direct usine, sans intermédiaire. Et notre slogan, à tel point, est devenu « Sans intermédiaire, c'est moins cher ». La promesse pour le consommateur, elle est forte, parce que dans le marché de la literie, il faut savoir qu'à l'époque, c'était impossible d'acheter un matelas directement au fabricant. Ou alors c'était dans des proportions ultra confidentielles, avec d'autres acteurs fabricants qui faisaient comme nous et qui s'étaient mis à faire un peu de commerce. La majorité des distributeurs vendaient la partie matelas, et ça pouvait être soit des grandes surfaces de distribution type But, Conforama à l'époque, qui tenaient déjà le haut du pavé, ou alors dans des boutiques spécialisées, des spécialistes literie comme on dit, qui proposaient toutes ces fameuses marques. Simon, Straka, Danopilo, Bultex et j'en passe, qui revendaient, mais en faisant une marge de distribution qui était plutôt conséquente. Il y a eu, avant l'arrivée des NVB auxquels on viendra dans une seconde, mais il y a eu aussi une vague, je ne sais pas si ça existe encore, de matelas sur mesure, non ? Oui, ça existe encore. On n'a pas été en reste en matière d'innovation, puisqu'on avait conçu à l'époque un matelas intégralement réglable, et qui aujourd'hui d'ailleurs est notre matelas phare, le Vitaform. Et oui, il y avait déjà à l'époque des recherches de matelas uniques. Mais dans la réalisation, c'était un petit peu différent, puisque le matelas unique, contrairement au DNVB, c'était pas un matelas avec un seul confort, c'était un matelas avec un confort ajustable pour le dormeur. Ok. Comment tu règles un matelas ? Alors, je te laisse reprendre le cours de l'histoire. Ensuite, mais comment tu règles un matelas ? Mon père avait imaginé de se servir de la technologie de boudin à air type Zodiac, avec un réglage avec une valve de gonflage et de dégonflage de boudin d'air pour régler le niveau de fermeté du couchage. Et dans les faits, le produit Vitaform dont on parle et qui est aujourd'hui un de nos produits phares, c'est encore plus simple, puisque on peut régler la densité de matière première que l'on met dans une plaque de latex. On peut avoir un latex plus ou moins dense, entre 70 kg m3 par exemple à 85. Et finalement, juste en ayant une densité de latex supérieure, on vient aller chercher des niveaux de fermeté supérieurs.
J'ai jamais fait d'épisode, pour info. Je pense à Wopilo. J'espère que j'en oublie pas, mais j'ai jamais fait d'épisode autour du monde de la nuit. Oui. J'aimerais bien recevoir d'ailleurs des acteurs, je le dis là, j'en profite, mais autour du drap, bonsoir, ou autre, enfin du linge, pardon. Ouais, Drouot, pourquoi pas. Ils sont manceaux aussi. Eh bien, très bien. Vous avez l'usine, vous avez racheté au groupe, vous avez ce magasin d'usine qui distribue des produits et qui commence à prendre de l'ampleur. Et on est dans la fin des années 2000, donc... Là, on est en 2007, okay. Entre 2005 et 2007, on a ce magasin d'usine, et du coup, l'idée de mon père, vu l'ampleur du chiffre d'affaires et l'engouement des clients pour l'achat en direct usine... Et la maîtrise de la marge. Et la maîtrise de la marge, bien sûr, avec une promesse forte aussi, qui est de redistribuer une partie de la marge économisée en étant sans intermédiaire aux consommateurs, donc de se positionner finalement moins cher. D'où le sans intermédiaire, ma literie est moins chère. Et du coup, il prend la décision de développer la marque en faisant de la vente directe. Et à l'époque, le canal web était tout adapté. Donc en 2007, on a lancé notre site e-commerce. Le site maliterie.com, qui était un site vitrine, devient marchand. Et à l'époque, on s'attache les services d'un CMS maison qui nous permet de commencer à faire des ventes en ligne. Alors 2007, il n'y a pas beaucoup effectivement de CMS sur étagère, j'imagine. Non, pas beaucoup. Sauf peut-être des grosses machines, mais ok. Donc vous développez maison, un site de vente en ligne, c'est ça? Oui, on se base sur une solution plus ou moins existante, mais adaptée fortement à nos besoins. Et Product Cart à l'époque. On se développe à partir de ce CMS et on commence à faire de la vente en ligne. Et là, on commence à monter un service client. Alors au début, on le fait en 24/24, quasiment 7 jours sur 7, puisque on le fait avec les moyens du bord. Donc on communique des numéros qui sont... C'est Gérard de la compta qui répond au téléphone quand il faut, quoi. Non, c'était le magasin. C'est le magasin. C'est le magasin avec des permanences téléphoniques, y compris les dimanches, avec des bascules sur les portables. C'était fou, on travaillait vraiment... En 2007 Ouais, en 2007. Okay. Alors, dès le début, on avait un service client parce qu'il fallait impérativement répondre à tous les besoins et lever tous les freins pour faire des ventes. Et ce qui s'est passé, c'est que on a fait des ventes et on en a fait plutôt pas mal. Et le site, d'année en année, jusqu'à 2011, a commencé à vraiment progresser de manière importante. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir un plafond de verre arriver. Ce plafond de verre, c'était que les gens nous appelaient, nous disaient « c'est très bien, vos produits, on a bien compris, mais on aimerait bien les essayer avant d'acheter. » Et nous, on est basé sur Le Mans. Donc, quand l'appelant vient d'ailleurs en France, Angers, Nantes, c'est encore jouable pour lui de venir et de faire le déplacement. Encore que, il faut vraiment vouloir. Mais quand il vient de Marseille, quand il vient de Lille, là, c'est impossible. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ouais, c'est le bon moment, il va falloir qu'on duplique le modèle de magasin d'usine qu'on a dans l'usine d'Ivray-l'Évêque, on était encore à Ivray-l'Évêque à l'époque, et qu'on commence à ouvrir des showrooms d'usine. Alors, on appelle ça des showrooms d'usine, ce sont des magasins, puisqu'on peut quand même finaliser son achat dedans, mais avec un concept un tout petit peu différent d'un magasin de literie traditionnel, puisque finalement, l'objectif de ces magasins était d'être une extension de service du site internet, avec l'unique but de permettre aux clients d'essayer avant de finaliser leur achat. C'est intéressant parce que là, on est déjà aussi un peu en avance de phase sur quelque chose qui est assez courant aujourd'hui. Enfin, je dis avance de phase. Vous n'avez rien inventé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Enfin, pardon, C'était déjà de l'omnicanalité. Oui, et le showroom dans lequel on va essayer un produit qu'on peut ensuite commander en ligne ou commander au magasin, c'est pas en 2010, c'est pas nouveau, mais aujourd'hui, ça s'accélère, j'ai le sentiment... Oui, aujourd'hui, c'est une pratique qui est assez... Pour les DNVB, et on voit l'importance d'avoir une présence physique aussi au fil des épisodes du panier, à quel point ça aide, quoi. Donc, vous développez les showrooms d'usine? On commence de proche en proche. On se décide à ouvrir à Tours, à Angers, à Caen, vraiment très proche, assez vite Paris. Le magasin de Paris 1er commence à être aussi un magasin qui draine beaucoup de chiffres d'affaires. Et on accentue finalement ce développement avec toute une phase de développement entre 2011 et 2015, 2016, pendant lesquelles finalement on ouvre un magasin, ça marche tout de suite. On marche sur l'eau. Parfait, on est un peu à cheval sur le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est le marché et les habitudes de consommation.
J'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez moderne dans ma tête. Pourtant, mon dernier matelas, je l'ai acheté, je pense, chez But ou un truc comme ça, parce que un réflexe facile. Où achète-t-on les matelas aujourd'hui? Alors, j'imagine qu'IKEA a dû prendre une énorme place sur le marché. On est 55 millions de Français. Je te pose 10 questions en une, mais ouais. On est, 60 millions de Français ou 65 millions de Français. Pardon, on va pas verser dans le mélodrame, mais à presque tous dormir sur un matelas le soir, qu'on change tous les 6-7 ans. Alors, on a un achat de literie tous les 7 ans en moyenne, mais son propre matelas, en France, on le change entre 14 et 10 ans. Quand même. C'est quand même assez long. Ouais. Mais donc, ça te fait entre 6 et 10 millions de matelas vendus chaque année en France. Oui, ça fait... c'est 1 million, c'est 1,5 milliard le marché du matelas en France. Ok. Et ça s'achète où, du coup? Et ça s'achète, alors, je te rassure, tu n'es pas très original, ni très différent de ce que font les Français, puisque la majorité des Français achètent dans les sociétés de grande distribution d'ameublement, les surfaces d'ameublement comme But, Conforama, Ikea. Alors, Ikea se développe, mais ne produit pas, j'imagine, si. Si, ils ont des usines de fabrication, mais Ikea est pas aussi important qu'on pourrait le penser. Alors, ils se sont beaucoup agrandis. Bon, la difficulté avec Ikea, c'est d'avoir leurs chiffres. Donc, je ne parlerai pas à leur place. Tu pourrais les inviter et leur faire parler de leurs chiffres, et je serais fort intéressé et j'écouterai le podcast. Cher Ikea, vous êtes les bienvenus pour parler e-commerce et omnicanalité. Et donnez vos chiffres. S'il vous plaît. Mais il paraît, on sent effectivement qu'Ikea s'est fortement développé. Mais bref, les grandes surfaces comme But, Confo, Ikea, oui, représentent à elles seules au moins plus de 50% du marché. On va retrouver ensuite les spécialistes literie qui se situent entre 20 et 25% du marché. Et à l'époque, le web ne représente que un peu moins de 10%, je dirais. C'est très faible parce que les habitudes de consommation sur le web sont naissantes, qu'on est sur des paniers moyens qui sont assez élevés en matière de literie. Tout ça fait que, en plus, avec la volonté d'essayer avant d'acheter, le canal web fait des ventes, mais reste minoritaire. Compris. Donc la proximité est importante. Vous développez ces showrooms d'abord dans l'Ouest et ensuite à Paris, ça marche bien. C'est ça. Puis ensuite, on est allé chercher tout un pan de développement autour de Lyon. Donc, de manière circulaire autour de Lyon. Lyon, Grenoble, on a ouvert le magasin d'Annecy, Clermont-Ferrand, on a Saint-Étienne, jusqu'en 2016. Avec du stock sur place ou toujours du showroom? Non, c'est la différence par rapport à des magasins traditionnels, c'est qu'on a 0 stock sur place, tout est à l'usine. Tout est à l'usine, ok. Je reste du coup sur les habitudes de consommation. Là, on est dans les années 2010-2015. On commence à se dire que Internet, c'est bien, mais on veut quand même essayer un matelas avant de l'acheter. Les habitudes sont différentes entre la ville, la province, les grandes métropoles. Enfin, est-ce qu'il y a... Oui, alors, il n'y a pas une dichotomie totale entre Paris et la province, mais la différence quand même, c'est que dans Paris, les magasins de literie sont des magasins traditionnellement qui ont besoin de beaucoup de place. Les loyers sont chers. Un matelas, ça fait quoi? Ça fait 2 mètres fois 1,80 m, ça fait, là, on est ça sur fait 4 mètres carrés, ça fait 40 000 euros le matelas, quoi. On est sur, en IMO. On est sur king size. Oui, ça fait des magasins, effectivement, avec des loyers au bas mot. Si on veut 200 mètres carrés à Paris, voilà, selon l'emplacement, ça peut être 60 000 pour les moins chers à beaucoup plus. Et donc, faut faire des ventes, faut rentabiliser. Donc, je pense que assez naturellement, le canal web, et puis Paris étant aussi plus technologiquement avancé de manière historique, le canal web prend un petit peu mieux à Paris. Mais globalement, 80% des acheteurs de matelas, ou même 85% aujourd'hui, finalisent leur achat en magasin. Non sans passer par le web auparavant. Tu m'as dit 85%. Oui, on estime qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des DNVB et toutes les communications qui ont été faites sur les matelas, 15% des achats des matelas se finalisent sur le web. Ok. Et sur les paniers moyens, un matelas, ça coûte quoi en France? Un matelas, ça coûte, le panier moyen général, on est autour de 200-250 euros. Mais ça, c'est assez faible. Oui, et surtout, il y a tellement de variations, j'imagine, entre une place, 2 places, king side, queen et ainsi de suite. Que... Okay. Nous, notre panier moyen en magasin se situe autour de 1 000 euros.
le panier moyen sur le web. Sommier plus matelas. Panier moyen, Panier moyen, confondu. ok. Le panier moyen sur le web, lui, est quand même plus petit. On est plutôt autour des 600 €. Ok, compris. Et les grandes marques qu'on connaissait et qu'on connaît traditionnelles, historiques, on peut en citer quelques-unes, tu l'as fait, Bultex, Dunlopillo. Oui, Mérinos, Tréca, je sais pas faut en citer 3, c'est ça, sinon... Non, je sais, ouais, je crois, je sais même pas si quelqu'un m'écoute, mais que des passionnés de e-commerce et retail, chers auditeurs que j'adore. Je vole en dessous des radars à mon avis. Mais ce que je veux dire, c'est que ces grandes marques, c'est marrant, j'ai des slogans encore qui me viennent en tête, que je vais pas donner là, mais elles ont dépensé énormément d'argent. Comment est-ce que Ma-Literie arrive à exister du coup sur ce marché? Vous êtes beaucoup de marques indépendantes comme Ma-Literie? Non, assez peu. Alors, mon explication... c'est pas une vérité, mais c'est un point de vue. C'est que la marque, ces marques ont énormément investi avec des campagnes de publicité, mais comme on est sur des achats avec des cycles de renouvellement assez longs, eh bien, il y a de l'oubli. Et donc, tous les clients ne se souviennent pas de leur marque de matelas, et finalement, qu'importe la marque. Ce qui compte, c'est la qualité, le prix, c'est aujourd'hui de plus en plus la rapidité de livraison. Et ça a été, nous, la manière dont on s'est construit. On s'est adossé les services de label qualité, comme le label Belle Literie, qui est un label bien connu des 45 et plus, de qualité, qui certifie une fabrication d'origine France et qui certifie l'emploi de matériaux de qualité. Ainsi que d'un autre label qui est le label CT Belle Literie, plus récent, mais qui est adossé au même institut scientifique qui effectue les tests. Et finalement, c'est comme ça que nous, on arrivait à rassurer nos consommateurs, d'une part en leur disant qu'il y avait un savoir-faire de 1945, donc on n'était pas naissant, et qu'on fabriquait pour le compte de grandes marques, donc sans le savoir, ils ont peut-être déjà eu un de nos produits chez eux, et qu'on s'était mis en direct, et qu'aujourd'hui, nous n'avions pas le nom, mais on avait les labels qualité pour le certifier, et surtout, une vraie différence de prix. Vous ne payiez plus le prix de la marque. Et donc, on pense que c'est jusqu'à ce que tu deviennes une marque. Jusqu'à ce qu'on devienne une marque, mais enfin, on est encore très confidentiel. Il y a un peu de marge, quoi. Oui. Ok. Donc ça, c'est sur les grandes marques traditionnelles, et je reste sur mon overview marché. En parallèle de votre développement, puisque magasin d'usine en 2007-2008, c'est ça, dans ces eaux-là? Le magasin d'usine sur Ivry-l'Évêque datait d'un petit peu avant, mais on a commencé les ouvertures de magasins d'usine un peu partout en France à partir de 2011. 2011, donc 2012 un peu partout en France. Aujourd'hui, à peine 10 ans plus tard, c'est plus de 40 boutiques et pas mal en prévision, puisque tu m'as dit 75 d'ici fin 2023. Oui, 42 boutiques et quelques-unes qui s'apprêtent à ouvrir. Toujours sur un modèle showroom ? Toujours sur un modèle showroom. On a souhaité conserver ce modèle qui nous permet d'avoir des magasins à faible coût pour maintenir impérativement le bénéfice d'acheter en direct usine. En parallèle de ce développement donc retail, arrive fin des années 2010-2017 environ, massive, les DNVB, qui livrent des matelas en rouleau et des matelas souvent uniques, non, je crois, il y a moins de choix. Oui, alors ils sont arrivés dans un marché où l'offre était pléthorique et difficilement lisible pour le consommateur. Les fabricants proposaient via tous les canaux de distribution pour lesquels ils fabriquaient, clairement les mêmes matelas avec des variantes très à la marge. Donc c'était pour ainsi dire les mêmes conforts, mais qui ne portaient pas le même nom et qui n'avaient pas le même prix. Compliqué pour un consommateur de s'y retrouver dans tout ça. C'est pas évident d'être dans un magasin de matelas où il y a 200 matelas à essayer, quoi. Non, puis en plus, ou 10 même. Rien ne ressemble plus à un matelas qu'un matelas. Donc c'est un parallélépipède blanc. Voilà. Donc oui, c'est pas du tout évident. Et bien ils sont arrivés avec un concept qui est assez astucieux, qui était de dire devant toute cette offre, nous on a fait un peu le tour de ce qu'il vous faut et on a testé. Voilà, c'est le confort unique qu'on vous propose et qui convient à la majorité des consommateurs. Donc le pain point de se forger une conviction
pour un achat qu'on effectue que tous les 14 ans, je le rappelle. Donc, pour ainsi dire, à chaque fois qu'on recherche un matelas, on repart à zéro. On ne mise pas sur des connaissances préalablement acquises, elles sont oubliées depuis bien longtemps. Et ton corps a changé en 14 ans. Et ton corps a changé, bien sûr. Tu voulais du ferme, t'as besoin de mou, enfin, j'en sais rien. Oui, pour ta part, il s'est probablement affiné, il est devenu svelte et musclé, Exactement. Mais ce n'est pas le cas de tous les Français. Et donc, effectivement, on repart à zéro et c'est bien difficile. Donc, ils sont arrivés avec un concept de matelas unique, avec un concept de matelas facile à livrer parce que il n'aura pas échappé aux auditeurs ni à toi que un matelas c'est encombrant, est un peu lourd et un peu lourd. Et donc forcément en termes de livraison, c'est toujours plus contraignant que de se faire livrer une paire de chaussures. Et donc ils sont arrivés avec un concept de matelas roulé qui est pas nouveau. Hein. La technologie de matelas roulé, Ikea en vend à tour de bras depuis de nombreuses années. Et c'était plutôt une technologie très entrée de gamme parce que le fait de rouler un matelas peut avoir des contraintes sur la matière. Et ils sont arrivés en remarketant le concept du matelas roulé avec la promesse d'une livraison plus facile, une technologie unique, adaptée avec des matières employées qui se prêtent bien à être compressées, roulées. Et le tour était joué, évidemment, avec quelques centaines de milliers d'euros, voire millions en budget de communication. Et oui, et donc ça a été la grande difficulté qu'on a commencé à traverser à partir de 2017, c'est que ces marques qui sont arrivées sont arrivées fort avec une stratégie de communication très agressive. Et d'une part, on a eu, nous, une baisse de visibilité parce que ils investissaient massivement et de manière beaucoup plus importante que ce que nous faisions sur les médias. Et d'autre part, la concurrence n'a été que plus accrue sur le web, puisque ils investissaient en priorité sur le web, n'ayant pas de magasin, et ce qui a fait augmenter les CPC. Augmentation des CPC, une part de visibilité qui baisse, mais en même temps de l'éducation. Oui. L'évangélisation. Oui, alors ils ont eu effectivement ce bénéfice de rendre le matelas un peu hypé, parce que à force de faire des investissements, c'est devenu un sujet de prédilection, renforcé également par le confinement qui a fait que la majorité des Français a passé le plus clair de son temps chez soi. Donc c'est un marché qui a connu des vagues de progression induites à la fois par des stratégies de communication agressives de certains acteurs. On parle de 20, 30, 40 millions d'euros mis sur la table pour les plus gros chaque année, en brut, étude Kantar 2019. Mais voilà, c'est assez inquiétant, alors que nous, traditionnellement, enfin, on est petits poussets comparé à ça. Oui, et puis une boîte à papa, mais dans le bon sens du terme, donc qui cherche la rationalité, le économique, Voilà, business model. Ce qui est important, c'est d'avancer un pied devant l'autre, petit à petit. D'ailleurs, l'une de nos valeurs est la pérennité, et ça veut tout dire, c'est-à-dire que lorsqu'on fait un investissement, on s'assure qu'il est un gage de pérennité. On ne fait pas des coups d'éclat ou des actions coup de poing, on brûle pas du cash. C'est pas notre stratégie. Est-ce que vous avez été tenté à ce moment-là? Toi, tu arrives quand dans la société, dans la familiale, du coup? En 2017. En 2017, au bon moment. Au bon moment, oui. Est-ce que vous avez été tenté à ce moment-là de lancer un matelas roulé? Oui, ou en tout cas une offre unique, concurrente, en ligne, brandée différemment. Enfin, est-ce que ça a été une question? Oui, ça a été une question. Ça a été une question dès 2015 de la part de mon frère, et puis on s'est pas lancé pour diverses raisons. On a lancé quand même une offre avec un site dédié qui s'appelle Matelas Easy. On avait monté ça. Qui existe toujours. Qui existe toujours, qu'on a rapatrié sur l'offre PrestaShop Malitri, mais il avait son site dédié sur WordPress. On avait monté un petit site rapide avec le segment un tout petit peu à côté d'un matelas facile, pareil, concept matelas universel, offre unique, livré, roulé alors pas dans un carton, mais dans un petit sac en toile. Et voilà, on en a vendu quand même quelques-uns, c'était pas si mal. Simplement, il fallait suivre en termes d'investissement parce que, nous, on avait un matelas, mais le nerf de la guerre pour un site internet, c'est quand même sa visibilité et son trafic. Et donc, c'était des investissements qu'on n'était pas prêt à mettre. Et en plus, tu l'as dit, la pérennité, c'est l'une de vos valeurs, mais j'imagine que la qualité n'est pas la même. Et quand tu es en poursuite de qualité, tu l'as dit, un matelas roulé, ça peut avoir un impact sur la matière en elle-même.
Oui, c'est couplé aussi au fait qu'on avait une volonté de faire profiter aux consommateurs de la meilleure qualité possible avec le prix le plus bas possible, avec le concept d'achat en direct usine, de réduire les intermédiaires. À un moment donné, oui, un peu désabusé sur le sujet. Voilà, ça reste des matières qui sont assez communes dans les matelas roulés. Et aujourd'hui, il existe mieux en termes de qualité. Je dis pas qu'elles sont pas qualitatives, parce que ça, le temps le dira et les consommateurs le diront. Mais c'est vrai que nous, traditionnellement, on se reportait pas vers ces matières-là. On a parlé du marché, on a parlé de l'histoire. Accélération rapide, fast forward. On est en 2021. Toi, tu es arrivé il y a 4 ans. J'aimerais parler un peu des ops et du business. Donc, cette fameuse distribution, le transport, la logistique, votre plan d'ouverture de boutique, la gestion de l'omnicanalité. On passera ensuite à la techno. Et une question que je voulais te poser, mais on ouvrira là-dessus parce que ça peut être assez sympa, c'est justement la transmission. À quel moment est-ce que un enfant d'une famille entrepreneuriale se dit tiens, je vais bosser dans la boîte familiale, et on en a partout autour de nous, c'est des sujets qui me passionnent, mais on terminera par ça pour s'ouvrir là-dessus. Avance rapide, on est en 2021, vous avez 42 boutiques à date, quelques-unes qui ouvrent avant la fin de l'année, 10 l'année prochaine, 10 l'année d'après. Quel est l'objectif long terme? Alors tu m'as dit 75 en 2023, mais quel est en termes de maillage et en termes d'impact? Est-ce que chaque boutique additionnelle rajoute de manière empirique du CA, de la proximité? Quelle est la logique? Oui, c'est ça, c'est d'aller chercher du CA incrémental. La logique, elle est que passer la crise avec l'arrivée des DNVB, en fait, notre modèle, il tient encore. Et fort de ce constat-là, avec des années 2017-2018. Tu as dit passer la crise avec l'arrivée des DNVB. Tu parles de la crise de l'arrivée des DNVB ou la crise du Covid? D'abord, l'arrivée effectivement des DNVB a été une crise en termes de visibilité. Ouais. Et ensuite... un challenge plus qu'une crise. Oui. Vous êtes là. Exactement, un challenge. Okay. On peut le voir de manière positive, tout à fait. Et en plus de ça, la crise... Covid, pour le coup, notre modèle tient, et il tient bien. Il est toujours aussi rentable, et nos prix, malgré les hausses tarifaires, restent toujours plus compétitifs qu'ailleurs. Et fort de cet enseignement-là, on décide de redonner un tour et de développer à nouveau notre réseau de magasins. Parce que chaque magasin que l'on ouvre, c'est effectivement du chiffre d'affaires incrémental. Et que plus on ouvrira de magasins, plus le socle de chiffre d'affaires sera contributeur à maintenir les charges fixes de la société, et donc plus on sécurisera des emplois. Ok, on est à 42 minutes, je vais me faire cette note. J'aimerais bien comprendre tu as dû apprendre des choses en ouvrant 42 boutiques, alors pas toi, mais la boîte. C'est quoi la méthode? Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce que tu as appris? Quels sont les écueils à éviter? Oui, ce qui est important... et ça, on s'en est rendu compte au fur et à mesure des ouvertures. Le vendeur est beaucoup plus important qu'on ne le pense. La qualité de la personne. En fait, notre modèle, au début, on était un petit peu porté par la vague de communication qu'on avait autour de nous. Et finalement, les ventes se faisaient assez facilement. Ce qui compte en matière de commerce... c'est quand même d'avoir un vendeur investi qui a le conseil et la volonté de bien faire pour ses clients dans le sang, qui a notamment la volonté de satisfaire. Ça, c'est hyper important pour nous, la satisfaction client. On a un modèle qui est un tout petit peu particulier, donc je dirais, cette vérité-là, elle n'est vraie que pour nous. Ce qui compte pour la réussite d'un magasin, c'est qu'il ait un point mort qui soit quand même assez maîtrisé. Et pour que le point mort soit maîtrisé, il y a 2-3 leviers. L'emplacement, le loyer, évidemment, le nombre de personnes qui tiennent le magasin, et puis, bien évidemment, les coûts de l'implantation. Et le fait de maintenir un point mort faible permet d'avoir des magasins qui sont pérennes. Ok. Donc, dans l'ordre, emplacement, loyer, salaire masse et le coût d'exploitation. Ouais. Notamment le stock. Tout est en... vous n'avez pas de stock. Oui, et c'est pour ça que c'est pas très cher. Ok. Tout est en propre. Oui. Donc, une nouvelle boutique, c'est 5 nouveaux employés. Ou un gestionnaire, quelques part-time, j'en sais rien, mais une nouvelle boutique, c'est un nouvel employé.
Une nouvelle boutique, c'est un nouvel employé. Ouais. C'est un apprentissage, ça. Puis un autre si la boutique se développe, puis un autre si la boutique se développe, mais on commence un pied devant l'autre. On ne sait pas, parce que c'est éminemment compliqué de prédire comment on va cartonner un emplacement, mais d'abord on démarre petit, et si le magasin se consolide et réalise ses objectifs, après on le renforce. Ok. L'emplacement, quels sont les critères, les variables, qu'est-ce que vous regardez ? Eh bien, comme notre parcours client classique, c'est avant tout d'avoir une vitrine sur le web, c'est du research online, purchase offline, on avait une stratégie d'emplacement qui était vraiment inédite parce qu'on cherche, avec l'effet de ne pas avoir de stock, plutôt des surfaces petites, des boutiques de 140 mètres carrés, ce qui en matière de literie se fait rarement parce que toutes ont du stock et on est forcément sur des surfaces de 200 à 400 mètres carrés. Mais le choix de l'emplacement, il se faisait initialement un petit peu en recherche de baisser le point mort. Donc c'était vraiment un emplacement évidemment pas trop à l'abri du commerce, mais on a vraiment pris parfois des emplacements qui étaient vraiment cachés. Des fois dans des zones secondaires commerciales, des fois pas du tout, en bordure de centre-ville, dans des rues sans activité commerciale. Juste parce qu'en fait, il fallait être accessible pour les clients. Ils nous voyaient sur le web, on n'était pas très loin de chez eux, donc la proximité était quand même importante, mais on ne cherchait pas forcément à être dans une dynamique commerciale. On l'a créé nous-mêmes avec le Web to Store. Web to Store, donc ton parcours client, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est Research Online, Purchase Offline. Je comprends que tu n'as pas besoin d'être dans une zone de... Enfin, si, il te faut une bonne zone de chalandise, mais pas forcément une zone passante, parce que le client va venir à la boutique après l'avoir trouvé en ligne. Donc, qu'elle soit 500 mètres plus loin, c'est pas la fin du monde. C'est ça. En fait, un magasin de literie, c'est un magasin de destination. Et en plus, c'est un magasin dont il est assez rare qu'on reparte avec le produit sous le bras. Donc, finalement, la stratégie d'emplacement, elle est pas tenue par la typologie de produit, parce que la livraison à domicile prévaut en matière de literie. Et le consommateur y est préparé. D'autant qu'aujourd'hui, on est capable de livrer dans des délais qui sont assez courts, 72 heures. Chez nous, en l'occurrence, c'est quand même pas mal. On a donc des stratégies de recherche d'emplacement qui sont un peu atypiques. On est capable de prendre des locaux qui étaient des locaux bureaux auparavant. Tu fais un peu de place, tu poses les semis et les matelas, et il nous faut de une l'éclairage, pièce, un bon vendeur. C'est ça. Ok, hyper un PC, intéressant. un vendeur. Donc l'emplacement, le loyer en découle, puisque du coup vous pouvez être sur des coûts au sens des bons coûts. Un vendeur, un pied devant l'autre, tu l'as dit, et si ça se développe, on développe. Voilà. Pas de marketing local du tout ? Pas de flyer au centre-ville pour dire qu'il y a un nouveau magasin Méliterie qui vient d'ouvrir ? Alors si le market local, ça a été notre grosse action de ces dernières années. Le bouche à oreille est un canal de communication très fort qu'on développe, et les actions aussi de marketing local fonctionnent beaucoup. Donc on a une approche vraiment multiville où on essaye de s'adapter au contexte de la ville, parce que toutes les villes n'ont pas les mêmes supports, qui performent. Et en plus de ça, le responsable de magasin, il est aussi responsable de faire venir du trafic dans son point de vente et de mener des actions pour. Donc ça peut se faire avec, bien évidemment, la relance de la base client existante. C'est, il me semble, le moyen le plus simple de faire des ventes. Déjà de se baser sur la base client satisfaite, et ensuite de faire connaître son magasin avec des actions de distribution. Effectivement, tu citais les flyers, c'est un bon exemple. Je pense à cet exemple, j'ai une image qui me passe par la tête, mais ça c'est vraiment un truc de... C'est le camion qui vient sur les marchés vendre dans les toutes petites villes de province, où moi je le vois en Corse, le camion qui arrive avec des matelas sur la place du marché pour... Et oui, alors ça existe. Alors ce sont d'autres acteurs qui font de la distribution, mais les personnes qui font les marchés, tu l'as dit, on peut trouver des matelas, pour ainsi dire, dans beaucoup de lieux, dans des grandes surfaces, sur Internet, dans des sites... chez la Fnac, tu peux trouver des matelas, tu peux trouver sur des marchés, et c'est ça qui rend l'offre compliquée pour un consommateur, c'est que finalement des matelas, il y en a partout. Ok. Emplacement, loyer, salaire masse, on avance un pied devant l'autre, tu l'as dit, le coût, un peu de marketing local.
Tu peux communiquer la contribution empirique d'une nouvelle boutique au chiffre ou l'objectif que tu fixes à un vendeur? Ouais, bon, pas de manière précise, mais un magasin, on traite nos magasins avec une approche basée sur leurs points morts. Donc, on a une transparence en interne sur les chiffres d'affaires qu'ils doivent réaliser. Ton salaire chargé plus le loyer, quoi. Bah, c'est un peu ça. Puisque t'as pas de stock. Bah oui. Peu de marketing. Ok. Donc ça, multiplié par un coefficient pour quand même que... oui, l'overhead, le coût de la fabrication. Okay. Tout à fait, la logistique. Mais derrière, on est assez transparent. On lui dit, voilà, ça c'est ton objectif minimal. Si tu fais pas ça, ton magasin, il est pas rentable. Okay. Donc si ton magasin est pas rentable, bah, tu comprends bien les conséquences. Donc voici ce que tu dois faire. Est-ce que c'est clair? Oui. Et est-ce que ton magasin est contributeur aussi aux charges fixes de la structure, de la société? Voilà, c'est vraiment comme ça qu'on essaye de construire en faisant ce vœu de transparence auprès de nos équipes. Hyper intéressant. Ta structure de coût, du coup, c'est l'usine et les artisans, j'allais dire, qui y travaillent, mais bref, les équipes en prod. Les équipes qui sont en transverse et en support et qui vont gérer le marketing, la compta, la finance. C'est ça. Et ensuite, les boutiques. C'est ça. Okay. C'est tout. Hyper intéressant. Donc, on en était sur les boutiques, la distribution. Vous distribuez que via votre site et les boutiques? Oui, on fait un petit peu de sous-traitance, mais ça représente quelques pourcents à peine de notre chiffre d'affaires. On a tout un pan de l'activité qui est un peu plus récent. Tout un pan de l'activité qui est un peu plus récent parce qu'on a fait le rachat en 2016 d'une entreprise, les sièges Chaillard, basés à Voray-sur-l'Oignon. Ça ne s'invente pas. Voray-sur-l'Oignon. Voray-sur-l'Oignon, dans la vallée de l'Oignon. Okay. Et à côté de Besançon. Et c'est... Pardon, ok. J'adore. Ça ne s'invente pas. Non, mais c'est... Okay. Et on a découvert un savoir-faire, on a découvert des gens, des personnes, des individus avec une histoire qui était très similaire à la nôtre. Les sièges Chaillard, il faut savoir que c'est une entreprise qui a compté une grosse évolution de sa masse salariale à l'époque, puisque c'est une société familiale qui s'est transmise aujourd'hui au fils de l'ancien dirigeant. Et ce sont des tapissiers décorateurs, des tapissiers d'origine qui fabriquaient des sièges rembourrés et qui se sont mis à faire des sièges de relaxation. Et d'ailleurs, c'est une des dernières usines de fabrication de sièges de relaxation en France, hein, à notre grand malheur. Mais aujourd'hui, nous, on a repris les sièges Chaillard, qui est une société qu'on a rachetée en 2016 et qu'on a intégrée puisque les gammes de produits étaient assez complémentaires avec notamment notre gamme de literie de relaxation, en ayant des fauteuils de relaxation et également des fauteuils releveurs. Et il y a tout un pan de l'activité des sièges Chaillard qui s'appelle Medilax et qui est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de fauteuils relax et releveurs dans le paramédical. Ok. Je regarde le whois de monfauteuil.com qui est du coup le site sur lequel ces fauteuils sont distribués, c'est ça, sont vendus. Tout à fait. 1985 l'achat. 1985. Ouais, le premier achat, premier achat. Château Margaux en termes d'historique de domaine. Ouais, c'est ça. Ça vaut cher ça. Et du coup, je suis sur ma literie, mais la création. Tac. Ah, je me suis perdu. C'est pas grave, j'y reviendrai. Je le retrouverai. Donc des rachats pour compléter l'offre. Les questions que j'ai maintenant, encore sur les OP, c'est sur le transport et sur la partie franchisée ou propre. Commençons par ça. Pour l'instant, toutes les boutiques sont en propre. Pourquoi vous n'avez jamais... peut-être que vous l'avez considéré, mais pourquoi du propre et pas du franchisé ou du... Oui, alors on a décidé de ne pas faire de franchise, tout simplement parce que notre concept... et de proposer des literies sans intermédiaire, et le fait d'avoir un franchisé, tu rajoutes une marge. C'est un intermédiaire. Voilà. Et pour la crédibilité du concept, on a décidé d'avoir nos magasins en propre. En plus de ça, ça nous permet d'avoir une expérience omnicanal maîtrisée, puisque comme ils font partie de l'effectif, ce sont nos équipes, on peut les former nous-mêmes à l'usine. D'ailleurs, chaque responsable de magasin a un parcours de formation qui lui est dédié, dans lequel il doit passer une semaine à l'usine,
avec notamment les équipes de production. Les équipes de production. Hyper intéressant. Et vous mettez en place, vous avez mis en place une hiérarchie sur ces patrons de boutique. Oui. Il y a des patrons de zone, il y a des patrons de région. Oui, on a un management de proximité avec des chefs de secteur, des responsables secteur et un animateur réseau que je salue et qui nous fait l'animation de tout le réseau. Et le fait d'avoir ce management de proximité, c'est hyper important parce que on est sur des équipes qui sont des vendeurs, qui ont ça dans le sang et qui ont besoin d'être motivés, bien évidemment, pour faire des ventes. Ok, intéressant. Je reviens sur ce point qu'on a abordé tout à l'heure. Tu as dit, j'aimerais parler de logistique et de transport. Tu es capable de livrer aujourd'hui en moins de 72 heures partout en France. Vous livrez un peu à l'international ou pas? Vous avez des commandes à l'international? Si tu comptes la Belgique et la Suisse comme l'international, je dirais oui. On livre que dans les pays francophones. Ok. Un matelas, c'est grand, c'est encombrant, c'est lourd, c'est pas forcément fragile. Déjà, non. Ça c'est bien, on peut mettre des coups dedans. C'est ça. Faut pas, mais. Mais les emballages se déchirent facilement parce que c'est une grosse guimauve, un matelas, et c'est pas comme un produit bien rigide sous carton où le produit à l'intérieur se tient bien. Là, le produit, il se tient pas bien. Donc c'est très pénible parce que il faut le soulever. On le soulève, ça se barre dans tous les sens parce que forcément un matelas c'est souple, ça se tord. Et du coup, c'est un produit qui est assez pénible à livrer à domicile. Est-ce qu'il y a eu des apprentissages là-dessus que tu peux nous partager ? Oui, l'apprentissage, c'est que les meilleurs en matière de livraison de matelas avec lesquels on fait affaire, c'est des petits acteurs qui ont un vrai savoir-faire, notamment des déménageurs. On s'est rendu compte que en matière de livraison, la livraison, il y a deux modes principaux qui sont utilisés sur le web. Il y a l'express. Et donc là, c'est de la messagerie express, livraison pied de l'immeuble 72 heures. Et il y a aussi la livraison confort, qui est la livraison qu'on appelle Home 2, donc 2 personnes qui livrent dans votre pièce d'habitation, donc qui vous l'achemine jusque dans la pièce principale chez vous. Donc ça, c'est plutôt confortable parce que en termes de manipulation, ça limite grandement pour le client. Et les entreprises les plus qualitatives sont souvent des petits acteurs parce qu'il y a un vrai savoir-faire, il y a un maintien, une solidarité de l'équipe, puis on peut aussi leur transmettre le goût de nos produits, notre connaissance produit, et ça fait la différence parce que quand on sait ce qu'on a comme produit dans le camion, on est capable de mieux les manipuler. Et en l'occurrence, on fait affaire souvent avec des petits acteurs parce qu'on a un taux de SAV qui est beaucoup plus faible avec eux. Tu es capable de mesurer ça? Vous vendez quoi? 40 000 matelas par an? Oui, c'est ça. Donc tu es capable d'avoir ce retour qui est en fonction de la qualité ou de la taille du transporteur. Tu auras moins de SAV sur le... On fait des tentatives, c'est-à-dire qu'en matière de transport en France, il n'y a pas non plus une alternative folle. Et des gros acteurs comme... on peut citer des Girard AG10, Relais Colis... Trusk, qui est passé plusieurs fois sur le panier, qui fait du transport d'objets volumineux et lourds. Trusk, oui, tout à fait. Avec lequel on ne travaille pas pour le moment, mais effectivement, Trusk. On a décelé qu'avec des équipes qui avaient... une taille de structure plus faible, on avait souvent un peu plus de réactivité et un peu plus de qualité d'exécution. Je ne sais pas si on peut y établir une règle, mais nous, aujourd'hui, c'est comme ça que l'on fonctionne. C'est un signal faible, en tout cas. Et là où les gros acteurs sont, ont des taux de satisfaction qui sont assez faibles, en réalité, on arrive parfois avec des gros acteurs, avec des petits acteurs, à compenser le coût, parce que en apparence, ils sont plus chers que des relais colis ou autres, mais comme ils ont un taux de SAV bien plus faible, tous nos coûts logistiques sont compensés. Compris. Donc, dans le choix de vos partenaires transport et logistique pour des objets volumineux, privilégier la qualité peut-être des petites équipes. Je dirais privilégier le savoir-faire. Privilégier le savoir-faire, bon, évidemment. Ok, très bien. C'est pas comme un produit classique mécanisable où il suffit de le pousser sur un tapis roulant. Ça a des contraintes réelles. Ok, compris. Dernier point que j'aimerais aborder,
et je te réinviterai pour un catch-up dans un an et on parlera de marketing cette fois et d'acquisition. Mais dernier point que j'aimerais aborder, c'est la techno. Vous êtes passé... alors, c'était pas Instacart, comment ça s'appelait? Prestacart Product Cart. Product Cart en milieu des années 2000. Alors on l'a eu Product Cart jusqu'en 2016. Jusqu'en 2016. Alors pourquoi est-ce que vous avez migré sur du PrestaShop multisite en 2016 ? Et raconte-nous un peu ton infra techno. Alors, on a migré sur un PrestaShop multi-boutique parce qu'on souhaitait pouvoir, avec notre petite équipe, mutualiser un maximum de choses. Et aujourd'hui, si vous allez sur ma literie, mon fauteuil ou Lielectric ou monlielectric.com, vous constaterez que c'est un color swap. Finalement, c'est la même structure de site qui est derrière, avec une personnalisation des couleurs adaptée un petit peu plus à la cible. Le fait de fonctionner comme ça nous permet de mettre en avant des offres spécialisées sur 3 sites avec une mutualisation maximale pour l'équipe marketing et web marketing qui anime les sites. Pourquoi on a choisi PrestaShop ? Parce que on avait un cahier des charges assez précis, notamment avec une boutique qui sert d'élément de prise de commande pour les magasins. Donc cet OMS magasin, c'était important pour nous de l'avoir pour l'expérience omnicanal. Et PrestaShop le permettait. Order Management System. Order Management System, tout à fait. Et PrestaShop le permettait. Donc, PrestaShop permettait le multi-boutique, permettait de faire un système de prise de commande pour les magasins, est une technologie ouverte pour lequel il est plus facile aussi de trouver des développeurs qui maîtrisent c'est de l'open source PHP. C'est de l'open source PHP, donc hyper classique. Donc en termes de maintenabilité du site, c'était plus rassurant pour nous. En plus, c'est français. C'est bien d'acheter français. Vous fabriquez français chez ma literie. On prône le Made in France. L'OMS, c'est intéressant, l'Order Management System. Contrairement à beaucoup d'acteurs déjà très très développés sur le retail et qui passent au e-com, où il y a un jour une question un arbitrage de systèmes et de cohabitation de systèmes qui se pose. Là, vous partez... Alors, 2017, vous aviez déjà quand même pas mal de boutiques, mais qu'est-ce qu'il y avait avant PrestaShop dans les boutiques ? Il y avait Product Cart aussi qui avait une interface dédiée et finalement on n'a pas été chercher très loin, on a repris ce qui existait déjà et ce qui nous semblait très bien. L'avantage que vous avez, c'est qu'il n'y a pas de stock. Oui. Donc tu n'as pas de multistock à gérer, ce qui est un frein en moins, une friction en moins. Oui, et c'est ça qui permet d'avoir une expérience omnicanal dès le départ, c'est qu'on a fait le choix d'avoir un stock unifié entre l'usine et les magasins. Ok. Et donc ça simplifie grandement les démarches. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ta stack technique qui vous change la vie au quotidien et que tu peux nous conseiller ? Ouais, alors évidemment toutes les solutions d'A/B test, les suites Data Studio, enfin la suite Google Analytics, Data Studio, qui sont hyper pratiques pour piloter le site. On n'est pas d'une originalité folle, on a des éléments, on a des outils d'optimisation de l'UX client, Content Square notamment. Ça c'est clairement Star Wars en matière d'UX. Très 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 puissant. Français aussi, Cocorico. 500 millions de levés il n'y a pas longtemps. Ouais. Grosse licorne française. Mais où s'arrêteront-ils et quand s'arrêteront-ils ? Tout à fait. Et ça nous a vraiment changé la vie. PrestaShop quand même est un game changer parce qu'on peut faire pas mal de choses. Il y a un système modulaire qui est assez confortable, qui fonctionne bien. Les équipes de PrestaShop sont joignables. On est capable quand même d'avoir une communauté qui a déjà eu les mêmes problématiques, puisque évidemment tout CMS a ses problématiques. Et globalement, on arrive à avoir un niveau de réponse qui nous permet de solutionner. Ouais, sur un groupe à plus de 20 millions, en plus, vous êtes un bel acteur PrestaShop, j'imagine. Je vous invite, chers auditeurs, à écouter l'épisode avec Pavel Visor que j'avais reçu il y a quelques mois pour parler justement des add-ons et de la marketplace PrestaShop, qui est un très beau développement. PrestaShop, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois équipe 60%, 2/3 des e-commerce en France, quelque chose comme ça. Ça reste. C'est énorme et c'est une belle solution. Et française, tu l'as dit, donc pas très loin d'un coup de téléphone, quoi. C'est ça, et on peut faire pas mal de choses pour pas très cher.
Ils ont tout un tas de choses qui sont développées par la communauté, qui sont gratuites. Il y a des modules qui sont payants, qui sont évidemment incontournables, mais voilà, si on veut se lancer sur de l'e-commerce, c'est une alternative sérieuse si on a une boutique un peu conséquente avec un WordPress. Vous développez en interne ? On développe en interne et en externe. On fait du mixte. Ok. Parce que ça me semble Quelle est la taille de intéressant. l'équipe en interne ? On est 5 personnes. Ça me semble intéressant de conserver une part du développement en interne pour avoir la maîtrise technologique. Parce que pour moi, aujourd'hui, en matière d'expérience, on parle aussi de développement derrière. C'est ça qui fait le sel de l'expérience, le développement. Et donc, j'ai souhaité qu'on ait quand même une part d'internalisation de cette compétence de dev. Bien évidemment, après, il faut suivre les différentes évolutions technologiques et on s'adosse à des agences qui sont spécialisées back-end ou front-end. D'accord. Et les développeurs que tu as en interne, du coup, sont quels J'en ai un seul en interne. Quand tu as dit on est 5, c'est l'équipe marketing ou l'équipe... ouais, d'accord, c'est ça. un seul dev en interne. Vous avez un beau page speed, presque 90 sur la page d'accueil, en mobile. C'est bien, c'est de belles perfs. Ravi. Bon, PageSpeed est inconstant, mais là, je pense qu'on fait partie des meilleurs scores. Ouais, non, mais c'est bien. Chers auditeurs, si vous allez sur malitry.com ou monfauteuil.com, vous verrez qu'en plus, c'est assez complet. Donc, c'est un beau score. Ok. Intéressant. Ouais, la web perf est un sujet, clairement. Bah, toujours, et de plus en plus comptabilisé dans le SEO. le Google Juice, c'est ça. En termes de SEO, je suis tombé aussi... paraît-il. Très rapidement, c'est l'un des premiers résultats sur bien-choisir-sa-literie.com. Ouais, on se bagarre, mais sur la partie literie, on arrive à se positionner. Les termes génériques en SEO, clairement, sont pas en reste dans les stratégies des DNVB. Donc les génériques ont été le sujet principal de leur travail, notamment Teddy Bear qui a tout misé sur la requête matelas et qui est arrivé. Le SEO, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on a migré sur PrestaShop, parce que vis-à-vis de ProductCart, on a eu un vrai gain technologique. En SEO. En SEO, ouais. Natif ou avec des add-ons et des... Les add-ons, on les utilise assez peu. Mais on a pas mal de possibilités de faire dans PrestaShop et la qualité du code est un peu plus propre. On peut faire pas mal de choses. Il existe des add-ons, mais qui me semblent un peu adaptés à des plus petits catalogues ou des catalogues qui sont pas construits de la même manière. Bon, allez, on y va, on y est. Tant pis, t'as encore un peu de temps. Ouais. Oui. 5 minutes. Je suis là pour ça. La bataille SEO, SIA sur Matelas. Je suis en fenêtre anonyme google.fr, je tape Matelas. Féroce, hein. Ah ouais, très 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 féroce. Putain, Google Shopping, affiné par taille. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 annonces, 8 annonces. Il y a un encart... local. Ouais, produit, site comparatif. Tu as... Chaud. Tu as tout. Tu as les marques. Tu as les distributeurs. But, Conforama. Les marques Teddy Bear, tu as les sites revendeurs en ligne. Tu as les sites de contenu, blog, qui se positionnent aussi sur la requête. Par exemple, Emma a lancé un blog d'affiliation, dont le but est uniquement de se faire du trafic affilié sous prétexte d'un blog qui fait un comparatif produit. Ils ont un peu adopté d'ailleurs une posture un peu plus claire sur le sujet parce que maintenant ils l'affichent que c'est leur blog à eux. Avant c'était pas le cas. On a aussi des gros sites comme BFM TV, des sites de presse qui ont bien compris que l'affiliation c'était juteux. Ça drive du trafic en plus et c'est juteux. Ouais. Et ouais. Et moi, mon malheur, c'est que nous, on prône le sans intermédiaire, c'est que tous ces petits sites qui arrivent deviennent des intermédiaires de visibilité. Attends, répète. Ah oui, parce que ces affiliés, ces sites de presse, ces sites de blog... dont c'est le métier de faire du trafic et de la visibilité. Oui, se positionnent pour capter du trafic sur des requêtes en SEO. Okay. Et donc, ce trafic, ils le monétisent derrière. Et si on veut être visible avec nos produits, eh bien on peut. Évidemment, il faut payer. Compris. Intéressant. Ce sont des équipes en interne ? En SEO Tes équipes marketing ou vous faites appel à une agence Les deux. Les deux. On est 2,5 à travailler en interne sur du SEO et on a en plus une agence, 2 agences même qui nous accompagnent sur 2 sujets distincts. Intéressant.
Allez, pour conclure, parlons un peu de transmission. Ouais. C'est une évidence, ça a été une évidence pour Laurent, pour toi Ça a déjà été une évidence pour notre papa. Hein. Oui, c'est quand même lui qui initie la volonté de transmettre. Alors, pardon. Il y a vouloir transmettre, il y a accepter d'être transmis. Enfin, qu'on nous transmette. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui, bien sûr, il faut que. Tu aurais pu vouloir bosser chez Sony Music ou Spotify à Paris. Oui, bon. Il fallait effectivement que les enfants veuillent récupérer la suite. En fait, ça s'est joué il y a autour des années 2010. C'est à ce moment-là que Laurent a rejoint l'entreprise. Alors, notre papa, Michel. 7 ans avant toi. Même un peu plus que ça. Dans ces eaux-là, en tout cas. Oui, il a dû rejoindre en 2008. Je dirais peut-être une bêtise, mais c'est dans ces eaux-là. Bref, à ce moment-là, il a commencé à entrevoir le sujet de la transmission et il a demandé à tous ses enfants s'il y en avait qui souhaitaient rejoindre l'entreprise familiale pour prendre la suite au poste de direction. Et bon, nous, on était avec... j'ai un frère jumeau, mon frère et moi, un peu jeunes. Donc nous, on s'est tout de suite positionné sur non, on veut d'abord se faire une expérience professionnelle ailleurs. Et puis, moi, ça a été tout de suite ma réponse. Je vais parler pour moi. Moi, il me semblait que à l'époque, j'étais tout frais sorti de l'œuf, sorti de l'école. C'était dommage de ne pas aller voir ce qui se passait ailleurs, parce que si je voulais apporter quelque chose à l'entreprise, mon bagage allait être vide. Donc je voulais d'abord me forger une expérience professionnelle ailleurs, et c'est ce que j'ai fait dans d'autres secteurs d'activité qui n'ont absolument rien à voir avec la literie, puisque je travaillais pour Philips dans la partie médicale, puis pour le groupe Ilrom sur la partie bloc opératoire, chirurgie. Alors, je vendais des tables d'opération. Le seul lien qu'on pourrait faire, si ce n'est les travaux d'aiguille, c'est que l'utilisateur final est allongé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, a priori, aucun rapport, parce que c'était du B2B et puis très spécifique. Et je me suis... je suis toujours resté assez proche de l'actualité d'entreprise. Laurent a commencé à prendre la transmission de la direction. Et à un moment donné, en 2016-2017, avec l'arrivée notamment des sièges Chaillard, l'usine de fabrication de fauteuils de relaxation et de fauteuils releveurs, il est venu la question d'animer les différents sujets que Laurent ne pouvait plus se permettre d'animer puisque la société avait grossi. Et donc on a discuté tous les trois, Laurent, Michel et moi. Et ton frère jumeau ? Et non, parce que lui était en Chine. Okay. Il a toujours eu le goût de l'Orient. Et d'ailleurs, il y vit encore et il y est très heureux. Il travaille d'ailleurs dans un secteur d'activité totalement différent. Mais moi, j'avais un background qui pouvait correspondre à la recherche du moment, qui était plutôt autour commerce, marketing. Okay. Et finalement, Laurent m'a dit, Laurent et Michel m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse de rejoindre l'entreprise ? Et je me souviens, il s'est passé peut-être 2 secondes et j'ai dit oui. Donc oui, c'était une évidence pour moi. J'avais vraiment cette volonté de rejoindre l'entreprise parce que le fait de faire perdurer un savoir-faire et de fonder, de construire quelque chose et de le transmettre, je trouvais les valeurs vraiment très belles. Et en matière de sens dans ce que l'on fait, quoi de meilleur ? Vous êtes 5 en tout ? 5 frères et sœurs. Donc il en reste 2 ? Il y a mon frère jumeau, il en reste 2, ouais. Géraldine et Émeric, qui sont pas en reste, qui ont des belles activités aussi, puisque Géraldine est en RH, en direction RH. Mais chez Malitry ou ailleurs? Ailleurs, et ils ont leur carrière, et Émeric sur de la direction également d'usine. D'accord. Et a priori, pour l'instant, pas de plan de... Alors, pas de plan d'être opérationnel parce que le fait d'être familial, il y a de bons côtés. Quand ça se passe mal, il y a aussi beaucoup plus de mauvais côtés. Et donc, il faut être hyper vigilant. Et donc, on a mis en place des règles ensemble avec une structure familiale de transmission pour que les autres frères et sœurs ne soient pas délaissés au moment où notre père va faire la transmission. Et que finalement, on soit tous, pour ainsi dire, sur un pied d'égalité. C'est important. Qui prend en compte l'opérationnel ou pas ? Oui, et justement, c'est hyper important parce que... Pardon, je précise ma question, mais admettons, pied d'égalité, on donne 20% à chaque enfant, mais il y en a qui participent au succès de l'entreprise puisqu'ils y travaillent, comme Laurent, comme toi. Ça se prend en compte
Oui, ça se prend en compte et ça se prend en compte de telle manière à ce que justement ce soit mis de côté. Je joue un peu sur les mots parce que il faut impérativement le choix de travailler et d'être opérationnel, c'est un choix personnel. La transmission, ça va au-delà. Oui, j'entends. Et donc, c'est hyper important qu'on soit très clair sur le fait qu'il y a des opérationnels, il y en a qui ne le sont pas. Il y a une holding familiale qui va piloter demain l'entreprise et qui va avoir un apport pour le développement de l'entreprise. Si tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité, ça peut commencer à poser des problèmes, d'autant que on va être amené aussi à émettre des jugements et de critiquer des décisions prises, surtout si l'un est opérationnel et l'autre ne l'est pas. Tu sépares le capital et l'opérationnel. Oui, donc c'est hyper important. En gros, tu peux t'as ton salaire et t'as ta prime, ou t'as ton objectif et ton commissionnement, et en parallèle de ça, il y a du capital, et ça, c'est la famille. Oui, un enfant est pas meilleur qu'un autre aux yeux d'un père. Bon, moi, je suis peut-être meilleur que mon frère jumeau, que j'embrasse, qui va rager j'entends. Ok, intéressant. Mais non, c'est hyper important. Ça a été un processus long aussi pour accoucher des règles sur lesquelles on est tous d'accord. Mais oui, il faut les règles du pacte. Ouais. Mais t'as aussi les règles du dîner de Noël. Oui, mais on cloisonne. C'est ça. On parle faut savoir cloisonner. On ne parle pas boulot en perso. Ok. C'est une règle. Enfin, même si c'est tacite. Ouais. Ok, intéressant. Dans ce capital, alors je sors de la famille, mais les employés sont au capital aussi. Certains employés. Certains l'ont été, le sont encore, mais on est en train de changer la structure. Ça, c'est une popote interne. Mais oui, les éléments clés, responsable de production, directrice financière. Responsable de production, au pluriel, c'était important parce que c'est des personnes qui sont clés pour le développement de l'entreprise, qu'ils aient une participation au capital pour qu'ils soient motivés. Compris. Samuel Le Temps file, c'était passionnant. Merci infiniment. J'espère, chers auditeurs, que cet épisode vous a plu. Je te reçois dans un an. On sera fin octobre, admettons, 2022. Qu'est-ce que tu m'annonces ? Avec grand plaisir. Fin octobre 2022, j'ose espérer qu'on aura dépassé les 60 magasins. 60 magasins, ok. Ouais, c'est ça. Et en termes de chiffres sur le groupe ? À fin 2023, on vise les 30. Okay, 30 millions. Bien, 30 millions. Merci infiniment, c'est cool, ça nous sort un peu de ces... Metrics, KPIs. Metrics, KPIs, mais surtout les histoires qu'on voit tous les jours sur Madines ou BFM, que j'adore, ce sont des histoires magnifiques. Mais ça nous sort un peu de ce cadre habituel. J'espère que cet épisode vous a plu, chers auditeurs. N'hésitez pas si vous avez des questions. Samuel Wittenberg, au choix, Wittenberg sur LinkedIn. Si vous avez des questions, qu'est-ce que vous recherchez en ce moment ? Vous embauchez ? Oui, mais plutôt côté magasin. Côté magasin, bon. Merci Samuel. Merci infiniment Laurent. À bientôt, chers auditeurs. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.